Avant de commencer, abonnez-vous à Du Conflit et activez la cloche pour ne jamais manquer nos récits de guerre extraordinaires. Du Le 761e bataillon de chars, les Panthères noires de la guerre. Novembre 1944. À l'extérieur de Borgaltroff, en France. Le brouillard matinal s'accrochait au sol gelé. Un tireur anti-char allemand regardait à travers sa mire les chars Sherman américains qui s'approchaient. Pendant 3 jours, son unité avait combattu ces mêmes tankistes américains. Quelque chose ne correspondait pas du tout à ce que les instructeurs raciaux nazis lui avaient enseigné. Le char de tête, visiblement endommagé et traînant de la fumée, continuait d'avancer malgré les impacts multiples. À travers ses optiques, Schmitt pouvait voir le commandant du char. C'était indiscutablement un soldat noir, exposé dans la tourelle, tirant la mitrailleuse calibre 50, malgré le danger évident. C'était le sergent-chef Ruben Rivers, bien que Schmitt n'apprendrait son nom que des décennies plus tard, lorsque les historiens reconstitueraient cette rencontre. Malgré ses blessures graves, sa jambe entaillée jusqu'à l'os, le sergent-chef Rivers refusa une injection de morphine. Il refusa l'évacuation. Il prit le commandement d'un autre char et avança avec sa compagnie vers Gebling le lendemain. Pendant 3 jours, Rivers avait continué à combattre avec une blessure gangrenée qui aurait dû incapaciter n'importe quel soldat. Ce que Schmitt a été témoin dans ces derniers instants, avant que le char de Rivers ne soit détruit, le hanterait toute sa vie. Non pas à cause de la violence, mais parce que cela a brisé tout ce qu'on lui avait enseigné sur la supériorité raciale. Les soldats qu'on lui avait dit être inférieurs affichaient un courage qui dépassait tout ce qu'il avait vu en 5 ans de guerre. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire incroyable du 761e bataillon de chars. Leur entrée dans la Seconde Guerre mondiale représentait bien plus qu'une simple unité américaine rejoignant le combat. C'était la collision de 2 visions du monde fondamentalement opposées. L'idéologie raciale nazie rencontrant sa ruine complète sur le champ de bataille. La devise du 761e était « Come out fighting ». Venez combattre. Et c'est exactement ce qu'ils firent dès leur premier engagement dans la petite ville belge de Morville-Lévic en novembre 1944, et à travers des combats acharnés jusqu'à la fin de la guerre. Mais leur combat portait un double sens que les forces allemandes comprendraient bientôt de la manière la plus directe possible. Parmi les forces allemandes se préparant à les affronter se trouvaient des unités qui avaient été endoctrinées depuis l'enfance dans la supériorité raciale. Les matériaux de formation de la Wehrmacht déclaraient spécifiquement que les soldats noirs étaient incapables d'opérer des machines complexes. Qu'ils manquaient de courage. Qu'ils fuiraient au premier signe de combat. Ce n'étaient pas simplement des préjugés occasionnels, mais des convictions fondamentales qui façonnaient la doctrine militaire allemande et les attentes. Le 761e consacrerait 183 jours consécutifs à prouver que chacune de ces hypothèses était catastrophiquement fausse. Le 761e a été constitué le 15 mars 1942 et activé le 1er avril 1942 à Camp Claiborne, en Louisiane. L'activation ne provint pas d'une pensée militaire progressiste, mais de ce que les documents internes du ministère de la Guerre appelaient la nécessité politique de maintenir le moral des Noirs. Le chemin du 761e vers le combat était différent de toute autre unité blanche. Ces hommes se sont entraînés pendant près de 2 ans, conscients du fait que les unités blanches étaient envoyées outre-mer après beaucoup moins d'entraînement. Tandis que les bataillons blindés blancs se déployaient après 12 à 16 semaines d'entraînement, le 761e s'entraînerait pendant plus de 2 ans. Il maîtrisait chaque aspect de la guerre blindée, car il savait que toute erreur serait attribuée non pas à l'individu, mais à leur race entière. Le lieutenant-colonel Paul L. Batt, l'officier blanc qui commandait le bataillon, était considéré comme mort de carrière pour avoir accepté le poste. Mais Batt avait servi pendant la Première Guerre mondiale et avait vu les troupes coloniales françaises combattre avec distinction. Plus important encore, il jugeait les hommes selon leurs capacités, non pas leur couleur. Son évaluation après 2 ans, le 761e était le bataillon de chars le mieux entraîné de l'armée américaine. Parmi les hommes qui lui donneraient raison se trouvait le sergent-chef Ruben Rivers de Otulka, en Oklahoma. Il mesurait 1,88 m. Il avait grandi dans une ferme et possédait ce que Batt appelait une compréhension intuitive du terrain et des tactiques. Il y avait Warren G.H. Cressy, qui gagnerait le surnom d'Iron Man, l'homme de fer, pour son endurance au combat extraordinaire. Et il y avait le membre le plus célèbre du bataillon qui ne verrait jamais le combat. Le lieutenant Jackie Robinson du 761e. Un athlète qui deviendrait l'un des plus grands joueurs de baseball de tous les temps. Il perdit sa chance de voir le combat quand il refusa de se déplacer à l'arrière d'un bus militaire ségrégué pendant un incident à Fort Hood, au Texas, en juillet 1944. Après la session d'entraînement de 2 ans au Texas, le 761e reçut l'ordre le 9 juin 1944 pour le mouvement outre-mer. 3 jours après les débarquements du jour J en Normandie. Ils ont traversé l'Atlantique à bord du transport britannique Espérance B, arrivant en Angleterre le 8 septembre 1944. Après un bref déploiement en Angleterre, le 761e a débarqué en France via Omaha Beach le 10 octobre 1944. Ils ont été immédiatement attachés à la 3e armée du général George S. Patton. Le scepticisme initial de Patton envers les tankistes noirs était bien documenté. Il avait écrit à sa femme qu'il doutait de leur capacité à réfléchir assez vite pour la guerre blindée.
Or le 28 octobre 1944, Patton prononça son discours célèbre au bataillon « Hommes, vous êtes les premiers tankistes nègres à jamais combattre dans l'armée américaine. Je ne vous aurais jamais demandé si vous n'étiez pas bons. Je n'ai que ce qu'il y a de mieux dans mon armée. Je ne me soucie pas de la couleur tant que vous montez là-bas et tuez ces salauds. Tout le monde a les yeux sur vous et s'attend à de grandes choses de vous. » Le 7 novembre 1944, les Panthères Noires ont finalement eu leur chance en attaquant la ville tenue par les Allemands de Morville-Levick, en soutien de la 26e division d'infanterie. Les défenseurs allemands, un mélange d'infanterie Wehrmacht et d'unités anti-chars, s'attendaient à une victoire facile contre ce qu'on leur avait dit être les troupes inférieures de l'Amérique. La bataille a duré 4 heures. Le char de tête du capitaine David Williams a été détruit par un Panzerfaust allemand. 2 des membres d'équipage ont été blessés. Leurs camarades les ont traînés en sécurité derrière le char, puis ont continué à éliminer le soldat avec le Panzerfaust. Les rapports d'après-action allemands découverts dans les archives militaires ont noté avec surprise la compétence tactique exceptionnelle de l'unité de chars attaquantes. Ils s'attendaient à la panique quand le premier char a été touché. Au lieu de cela, le 761e a exécuté un assaut coordonné qui a systématiquement éliminé les positions allemandes. Un autre commandant de char, le sergent-chef Ruben Rivers, a rencontré un barrage routier allemand qui a forcé son char à s'arrêter. Sous un feu ennemi nourri d'armes légères, il a sauté du char, attaché un câble de son Sherman au barrage routier, s'est remis en position, puis a ordonné à son char de tirer l'obstacle de la route. Cela libéra la colonne de chars pour reprendre l'avance et capturer la ville. Rivers recevrait la Silver Star pour cette action. La première de nombreuses décorations que le bataillon gagnerait. Si vous aimez découvrir ces histoires incroyables de courage et de bravoure, abonnez-vous à la chaîne du conflit. Nous publions régulièrement des documentaires fascinants sur les événements qui ont changé l'histoire. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Novembre 1944 a vu le 761e en combat constant. L'unité a enduré 183 jours d'engagement opérationnel continu. Le 761e a subi 156 pertes en novembre 1944. 24 hommes tués, 81 blessés, et 44 pertes hors de combat. L'unité a également perdu 14 chars détruits et 20 autres endommagés au combat. Ces statistiques sèches ne captent pas ce que les forces allemandes apprenaient. Les tankistes noirs qu'on leur avait dit fuiraient au premier contact maintenaient un tempo opérationnel qui dépassait la plupart des unités blanches américaines. Tandis que les bataillons de chars typiques étaient rotatés à l'arrière après 10 à 14 jours de combat, le 761e resterait sur la ligne de front en continu. Les rapports de renseignement allemands de cette période conservés dans les archives militaires du Bain de Sarchiv commencent à montrer la confusion sur l'identité de ces tankistes. Un rapport de la 11e division Panzer note, l'unité de chars ennemis opérant dans le secteur affiche un entretien des véhicules exceptionnels et des tactiques agressives incompatibles avec les évaluations de renseignement. La démonstration la plus dramatique de la détermination du 761e est venue pendant l'assaut sur Gebling. Le 16 novembre 1944, en avançant vers la ville de Gebling, en France, le char du sergent-chef Rivers a frappé une mine à un passage à niveau. Bien que gravement blessé, sa jambe entaillée jusqu'à l'os, le sergent-chef Rivers refusa une injection de morphine. Il refusa l'évacuation. Il prit le commandement d'un autre char et avança avec sa compagnie vers Gebling. Le lendemain, le capitaine David Williams, commandant de la compagnie de Rivers, a à plusieurs reprises ordonné l'évacuation. La réponse de Rivers, documentée dans le rapport de Williams: « Capitaine, vous le savez mieux que moi. Cela va être difficile. Encore 2 jours ne feront aucune différence. » Un infirmier inspectant la jambe enflée et infectée de Rivers leva les yeux. « Écoute, il a la gangrène » cria-t-il. Mais Williams n'eut le temps que de dire « Reban » avant que les canons allemands se concentrent à nouveau, forçant les Américains à se mettre à couvert. Le 19 novembre 1944, la fin est arrivée. À l'aube ce jour-là, les chars de la compagnie ont avancé vers Bougaltroff, leur prochain objectif, mais ont été arrêtés par le feu ennemi. Le capitaine David J. Williams, commandant de la compagnie, a ordonné à ses chars de se retirer et de se mettre à couvert. Le sergent-chef Rivers, cependant, a signalé qu'il avait repéré les positions anti-chars allemandes. « Je les vois. Nous allons les combattre. » Le sergent-chef Rivers, accompagné d'un autre char de la compagnie A, a ouvert le feu sur les positions ennemies, couvrant le retrait de la compagnie A. Ce faisant, le char du sergent-chef Rivers a été touché, le tuant et blessant le reste de l'équipage. Le capitaine Williams a immédiatement recommandé Rivers pour la médaille d'honneur, bien qu'il faudrait 52 ans avant que la recommandation ne soit exécutée. Le 16 décembre 1944 a apporté la dernière grande offensive de la Wehrmacht. L'opération Wacht am Rhein, connue des Américains sous le nom de bataille des Ardennes. Le 761e a été attaché à la 87e division d'infanterie et jeté dans le combat désespéré pour arrêter la percée allemande. Le bataillon a affronté certaines des meilleures unités allemandes restantes, y compris des éléments de la brigade Führer-Böglet, une formation d'élite agrandie à partir du bataillon d'escorte personnelle de Hitler. Les combats autour de Thiais, en Belgique, étaient particulièrement brutaux. Les renforts étaient difficiles à trouver. Beaucoup des nouveaux hommes assignés pour rejoindre les Panthères Noires étaient bruts et non entraînés, ou étaient des rejets d'autres unités, totalement inaptes au service. Malgré la réception de renforts inadéquats,
le 761e a continué à combattre. Les combats étaient brutaux. Les chairmans du 761e et l'infanterie de la 87e division ont dû lutter contre une résistance acharnée à chaque étape. Les forces allemandes comprenaient des chars Tiger dont les canons de 88 mm pouvaient détruire les chairmans à des portées où les canons de 75 mm américains ne pouvaient pas pénétrer l'armure du Tiger. Pourtant, le 761e a développé des tactiques pour compenser. Ils ont utilisé leur mobilité supérieure pour flanquer les chars allemands plus lourds et leur fiabilité mécanique pour maintenir plus de véhicules en action. L'un des tankistes, le sergent Frank C. Cochran, cria sur la radio « Ils m'ont frappé 3 fois, mais je leur donne toujours du fil à retordre ». Le 9 janvier 1945, Thiers était aux mains des Américains. Le 761e avait aidé à arrêter l'offensive allemande, mais au prix lourd. Février et mars 1945 ont vu le 761e participer à l'assaut sur la ligne Siegfried, le dernier grand système de fortification de l'Allemagne. Le bataillon a été attaché à la 103e division d'infanterie pour l'assaut. En quelques jours, la ligne Siegfried a été brisée et les troupes ennemies se sont présentées pour se rendre en nombre de plus en plus important. Le 23 mars, les Panthères Noires avaient détruit des centaines de véhicules ennemis et d'armes lourdes. Elles avaient infligé 4000 pertes et capturé presque autant de prisonniers. Le combat ici était différent de celui en France et en Belgique. Maintenant, ils étaient sur le sol allemand, face à une résistance de plus en plus désespérée des unités Wehrmacht et Volkssturm défendant leur patrie. Pourtant, les soldats allemands commençaient également à se rendre en plus grand nombre, en particulier quand ils réalisaient qu'ils faisaient face aux tankistes noirs dont ils avaient entendu parler. Les prisonniers étaient terrorisés d'être capturés par des soldats noirs. Ils croyaient, grâce à leur propre propagande, qu'ils ne pouvaient s'attendre à aucune miséricorde de la part de telles sauvageries. Les Afro-Américains du 761e ont appris à ne pas sortir des écoutilles de leurs chars jusqu'à ce que les Allemands se rapprochent. De peur que les troupes se rendant voient leur peau noire, hurlent de terreur et s'enfuient. Cette peur, basée entièrement sur la propagande nazie sur les soldats noirs étant sauvages et impitoyables, s'avéra complètement infondée. Le 761e a traité les prisonniers conformément au protocole de la Convention de Genève. Ils partageaient souvent leurs propres rations avec les Allemands capturés. Alors que le 761e traversait l'Allemagne proprement dite en mars 1945, ils ont rencontré des scènes qui ont révélé la véritable nature du régime qu'ils combattaient. Les civils allemands, conditionnés par des années de propagande raciale, avaient peur des soldats noirs. Beaucoup ont fui plutôt que de rester dans les zones occupées par le 761e. Pourtant, le bataillon a maintenu une discipline stricte. Il n'y avait pas de représailles contre les civils. Pas de pillage. Pas d'attaque de vengeance, malgré la haine raciale qu'ils savaient que ces gens avaient été enseignés. Cette conduite professionnelle a déconcerté les civils allemands qui s'attendaient à ce que les inférieurs raciaux se comportent comme les sauvages dépeints dans la propagande nazie. Les combats de chars ont continué alors que le 761e se poussait plus profondément en Allemagne. Ils ont affronté des Panthers, des Tigers et la résistance désespérée des unités SS. Warren G.H. Cressy, qui avait gagné son surnom d'Iron Man, a été particulièrement notable pendant cette période. Il démontait souvent son char la nuit avec un fusil M1 Garand pour mener des missions de reconnaissance personnelle. L'un des moments les plus profonds de l'histoire du combat du 761e est venu entre le 4 et le 5 mai 1945. Une rencontre plus sombre s'est produite le 2 mai quand les tankistes ont libéré le camp de concentration de Gunskirchen en Autriche. Ils ont découvert environ 15 000 juifs hongrois près de la mort par famine. La scène qui a accueilli les tankistes noirs défie la description. Des milliers de silhouettes squelettiques, beaucoup incapables de se tenir debout, remplissaient le camp. Les gardes SS avaient fui des jours plus tôt, laissant les prisonniers mourir. Le technicien de 5e classe Johnny Stevens se souvint plus tard. Ici, il y avait des gens qui ressemblaient à des squelettes, essayant de sourire, essayant d'agiter. Certains d'entre eux pleuraient. Nous avons donné tout ce que nous avions, nos rations, notre chocolat, tout. Le symbolisme n'était pas perdu pour personne. Les soi-disant inférieurs raciaux de l'Allemagne nazie libéraient les victimes de la haine raciale. Une femme libérée par l'unité, Sonia Schreiber-Wetz, 17 ans, a décrit le soldat qui l'a sauvé dans le poème « Le Messie noir ». Un soldat noir se tenait à côté de la porte. Je n'avais jamais vu un noir auparavant. Il me libérera avant que je meure. Je pensais que ce devait être le Messie. À la fin d'avril 1945, le 761e serait l'un des premiers bataillons américains à se rencontrer avec les forces soviétiques. La rencontre s'est déroulée à Ster, en Autriche, au début de mai 1945. Les sources varient entre le 26 avril et le 5 ou 6 mai. Le tankiste Leonard Smith a reçu le choc de sa vie quand une robuste femme tankiste russe s'est approchée de lui, criant « Amérique ! Amérique ! Amérique !» Elle l'a enveloppé d'une étreinte serrée jusqu'à ce qu'il puisse à peine respirer. Les forces soviétiques, y compris les équipages féminins de chars, n'ont montré aucune surprise à voir des tankistes américains noirs. Pour eux, ce qui importait était que c'étaient des camarades soldats qui avaient survécu au combat brutal contre l'Allemagne nazie. Avant de continuer, je veux vous encourager à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire incroyable. Connaissiez-vous le 761e bataillon de chars? Partagez vos réflexions et n'oubliez pas de mettre un like si vous appréciez cette vidéo. Le dossier de combat du 761e parle de lui-même. 183 jours consécutifs de combat.
Du 7 novembre 1944 au 6 mai 1945. 6 pays traversés, France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Autriche. 4 grandes campagnes, France du Nord, Rhénanie, Ardennes-Alsace, Europe centrale. Pertes infligées, environ 4000 pertes allemandes selon les archives du Musée national de la Seconde Guerre mondiale. Équipements allemands détruits, des centaines de véhicules, 31 casemates, 49 emplacements de mitrailleuses, 29 canons antichars capturés. Pertes unitaires, taux de perte de près de 50%. Force initiale, 36 officiers, 30 noirs, 6 blancs et 676 hommes enrôlés. Chars perdus, 71 au total. Récompense, une médaille d'honneur à titre posthume à Ruban Rivers en 1997. 7 Silver Stars, 70 Bronze Stars, environ 246 à 300 Purple Hearts. Bien que les documents spécifiques de la Wehrmacht mentionnant le 761e par désignation soient limités, les réactions allemandes aux troupes américaines noires sont bien documentées dans les archives militaires et les interrogatoires de prisonniers. Un officier allemand qui se rend a demandé « Combien de divisions de Panzer nègres y a-t-il » Quand on lui a dit qu'il n'y avait qu'un seul bataillon, il a refusé de le croire. La présence continue du 761e sur 183 jours avait créé l'impression d'une force beaucoup plus importante. Les prisonniers allemands ont à plusieurs reprises exprimé leur surprise face à l'efficacité au combat des troupes noires. Les rapports d'interrogatoire de 1945, maintenant conservés aux archives nationales américaines, montrent les soldats allemands luttant pour concilier ce qu'ils avaient vu avec ce qu'on leur avait enseigné sur la supériorité raciale. Un sergent Wehrmacht capturé a dit aux interrogateurs « On nous a dit que les nègres s'enfuiraient au premier coup. Au lieu de cela, ils continuaient d'avancer même quand nous frappions leurs chars. Ce n'était pas ce à quoi nous nous attendions. » La guerre en Europe s'est terminée le 8 mai 1945, mais le combat du 761e était loin d'être terminé. Comme leurs camarades blancs, les tankistes afro-américains ont lutté avec les souvenirs, et dans certains cas, le trouble de stress post-traumatique. Contrairement aux soldats blancs, cependant, les soldats noirs ont dû composer avec la ségrégation et le préjugé racial souvent féroce caractéristique de cette période de l'histoire américaine. Le sergent-chef Floyd Dad Jr., natif du Texas, a décrit les contradictions pour les soldats noirs revenant aux États-Unis dans une histoire orale « Nous n'avions pas l'égalité des droits. La démocratie était contre nous. Les hommes qui avaient détruit les chars allemands et libéré les camps de concentration sont revenus en Amérique où ils ne pouvaient pas manger dans de nombreux restaurants. Ils devaient s'asseoir à l'arrière des bus et faisaient face au racisme violent. Les prisonniers de guerre allemands tenus aux États-Unis étaient souvent mieux traités que les soldats noirs qui les avaient capturés. Pendant 33 ans, les réalisations du 761e sont restées officiellement non reconnues au niveau unitaire. Les médailles individuelles ont été décernées, mais la citation unitaire présidentielle que les bataillons blancs ont reçue immédiatement a été refusée. Ce n'est que le 24 janvier 1978 que le président Jimmy Carter a décerné la citation unitaire présidentielle au 761e. La citation se lisait en partie, le 761e bataillon de chars s'est distingué par une galanterie extraordinaire, du courage, du professionnalisme et un esprit excellent affiché dans l'accomplissement d'opérations inhabituellement difficiles et dangereuses. La reconnaissance ultime est venue en 1997 quand 7 membres du bataillon, y compris le sergent-chef Ruben Rivers, ont reçu à titre posthume la médaille d'honneur. Ce n'est que plus de 50 ans plus tard, le 12 janvier 1997, que la médaille d'honneur a finalement été décernée au sergent-chef Ruben Rivers. Le président Clinton a noté à la cérémonie, aucun Afro-Américain qui méritait la médaille d'honneur pour son service pendant la Seconde Guerre mondiale ne l'a reçue. Aujourd'hui, nous comblons le fossé dans cette image et donnons à un groupe de héros qui aiment aussi la paix mais se sont adaptés à la guerre, l'hommage qui a toujours été leur dû. L'une des transformations les plus intéressantes a impliqué le général Patton lui-même. Malgré son scepticisme initial envers les soldats noirs, l'évaluation de Patton du 761e a changé radicalement grâce à leur service. Pendant la bataille des Ardennes, on a rapporté que des soldats allemands qui avaient pillé les entrepôts américains s'étaient déguisés en américains, gardant des points de contrôle afin d'embusquer les soldats américains. Patton a résolu ce problème en ordonnant aux soldats noirs, y compris le 761e, de garder les points de contrôle. Il a donné l'ordre de tirer sur tout soldat blanc suspect au point de contrôle. Cet ordre a démontré une confiance remarquable. Patton plaçait littéralement la sécurité de toute son armée entre les mains de soldats noirs qu'il avait autrefois douté pouvoir réfléchir assez vite pour la guerre blindée. D'ici la fin de la guerre, Patton avait recommandé le 761e pour de nombreuses citations. Bien que ses opinions raciales personnelles restaient complexes et problématiques, son évaluation militaire du bataillon était sans équivoque, c'était certaines de ses meilleures unités. Ironiquement, le racisme qui a gardé le 761e en formation pendant 2 ans au lieu des quelques mois standards est devenu leur plus grand avantage. Les hommes du 761e se sont entraînés pendant près de 2 ans, conscients du fait que les unités blanches étaient envoyées outre-mer après beaucoup moins d'entraînement. Cet entraînement étendu signifiait que lorsque le 761e a finalement entré en combat, ils étaient peut-être le bataillon de chars le mieux préparé de l'armée américaine. Ils pouvaient effectuer l'entretien dans l'obscurité complète. Ils avaient mémorisé chaque aspect du fonctionnement de leurs chars. Ils avaient développé une cohésion unitaire qui ne vient que du temps prolongé ensemble.
Le lieutenant-colonel Paul Batt a témoigné plus tard que le délai dans l'envoi en combat, qui était injuste et raciste, avait accidentellement créé le meilleur bataillon de chars entraînés dans l'armée. Il pouvait faire des choses avec les Sherman qui ne devraient pas être possibles. Bien que Reban Rivers ait reçu la plupart des reconnaissances, l'histoire de Warren G.H. Crécy mérite une attention particulière. Connu sous le nom de l'homme de fer, Crécy a survécu à la guerre entière malgré avoir été blessé plusieurs fois et détruit des quantités extraordinaires d'équipements allemands. Pendant un engagement, le char de Crécy a été mis hors de combat par le feu allemand. Au lieu de se retirer, il a pris le contrôle d'une mitrailleuse calibre 50 sur un half-track et l'a utilisé pour couvrir l'évasion de son équipage, tout en détruisant la position allemande. Il s'offrirait souvent pour les tâches les plus dangereuses, menant des missions de reconnaissance à pied derrière les lignes ennemies. Crécy a survécu à la guerre, mais comme beaucoup de vétérans, a lutté contre ce qui serait maintenant reconnu comme un trouble de stress post-traumatique. Il parlait rarement de ses expériences. Ce n'est que lors de la citation unitaire présidentielle de 1978 que son service extraordinaire a reçu une reconnaissance appropriée. Un aspect du service du 761e qui a surpris les forces allemandes était leur maîtrise mécanique. La propagande nazie avait insisté sur le fait que les soldats noirs ne pouvaient pas opérer des machines complexes. Au lieu de cela, le 761e maintenait l'un des plus hauts taux de disponibilité opérationnelle de la 3e armée. Cela était en partie dû à leur entraînement étendu, mais aussi au dévouement d'hommes comme le technicien de 5e classe William Harvey, qui pouvait diagnostiquer les problèmes moteurs uniquement par le son. Les équipes de maintenance du bataillon ont travaillé toute la nuit, souvent sous le feu, pour garder les chars en fonctionnement. Les rapports allemands ont exprimé la perplexité à voir des chars Sherman endommagés qu'ils pensaient définitivement détruire et apparaître des jours plus tard, complètement opérationnels. La capacité du 761e à maintenir leurs véhicules dans les conditions de combat dépassait celle de nombreuses unités Wehrmacht vétérans. Face à des chars allemands supérieurs comme les Tigers et Panthers, le 761e a développé des tactiques innovantes. Le canon de 75 mm du Sherman ne pouvait souvent pas pénétrer l'armure frontale des chars lourds allemands, donc le 761e a perfectionné les manœuvres d'encerclement qu'ils appelaient « la chasse au chat ». Un Sherman agirait comme appât, attirant le feu et révélant la position allemande. Deux autres se précipiteraient alors aux positions d'encerclement, ciblant l'armure latérale et arrière plus mince. Cela nécessitait une coordination extraordinaire et du courage. Le char à pas était souvent détruit. Ces tactiques ont été étudiées et adoptées par d'autres unités blindées américaines. Les innovations de combat du 761e ont contribué à l'amélioration globale de la doctrine blindée américaine dans le théâtre européen. Pendant la bataille des Ardennes, le 761e a joué un rôle crucial dans le secours de la 101e division aéroportée encerclée à Bastogne. Alors que le secours de Bastogne par Patton est bien connu, le rôle du 761e est souvent oublié. Combattant dans des conditions hivernales terribles avec des températures chutant à -20 degrés Fahrenheit, le bataillon a aidé à percer les lignes allemandes. Ils ont affronté non seulement la Wehrmacht régulière, mais aussi des unités SS tentant désespérément de maintenir l'encerclement. La 101e aéroportée, encerclée et manquant de tout, a regardé les Sherman du 761e percer les lignes allemandes. Un parachutiste a rappelé plus tard, « Nous ne nous soucions pas de la couleur. C'était le plus beau spectacle que nous ayons jamais vu. » Le 761e a produit des chefs de combat exceptionnels. Le capitaine Irwin M.C. Henry, le capitaine John Long et le lieutenant Charles Barbour ont tous démontré une brillance tactique sous le feu. Ces officiers noirs commandaient non pas par la hiérarchie militaire formelle, mais par le respect gagné et la compétence démontrée. Le capitaine David Williams, qui commandait la compagnie A soumis plus de recommandations de médailles d'honneur pour ses hommes que tout autre commandant de compagnie du bataillon. La plupart ont été rétrogradés ou ignorés en raison du préjugé racial, n'étant correctement reconnus que des décennies plus tard. Le succès du 761e provenait en partie de leur coopération exceptionnelle avec les unités d'infanterie. Malgré le préjugé initial des unités d'infanterie blanches, les performances de combat des tankistes ont rapidement gagné le respect. Pendant l'assaut sur Climbach, en France, les fantassins blancs ont spécifiquement demandé le soutien du 761e, ayant vu leur efficacité dans les engagements précédents. La volonté constante du bataillon de fournir un soutien rapproché, souvent au grand risque, a sauvé d'innombrables vies d'infanterie. Un sergent d'infanterie a écrit chez lui, « Les gars noirs des chars nous ont sauvés plus de fois que je ne peux le compter. Ils conduisaient directement dans le feu allemand pour nous donner une couverture. Je ne me soucie pas de ce que n'importe qui dit chez nous. Ces hommes sont des héros. » Le style de combat agressif du 761e s'est reflété dans sa consommation de munitions. Ils ont tiré plus de 300 tonnes de munitions pendant leur déploiement, une quantité extraordinaire pour un seul bataillon. Ce n'était pas du tir gaspilleur, mais un feu soutenu et précis qui reflétait leur entraînement étendu. Les rapports d'après-action allemands ont fréquemment noté la précision du tir de chars américains dans les secteurs où le 761e opérait. À mesure que les pertes s'accumulaient, le 761e faisait face à un problème unique. L'armée ségrégée avait un nombre limité de renforts d'équipage de chars noirs entraînés. Beaucoup des nouveaux hommes assignés pour rejoindre les Panthères noires étaient bruts et non entraînés, ou étaient des rejets d'autres unités, totalement inaptes au service. Cela signifiait que les membres d'équipage expérimentés ne pouvaient pas être rotatés vers l'arrière pour se reposer. Des hommes épuisés ont continué à combattre car il n'y avait personne pour les remplacer.
Cela a contribué à la fois à l'héroïsme extraordinaire et au taux de pertes élevé. La présence du 761e a créé des problèmes pour la propagande allemande. Les soldats qui les avaient affrontés ne pouvaient pas concilier leur expérience avec la théorie raciale officielle nazie. Les rapports sur le moral de la Wehrmacht du début de 1945 notent un scepticisme croissant envers la propagande raciale parmi les troupes qui avaient affronté les unités noires américaines. Les soldats se demandaient, si la théorie raciale est vraie, pourquoi perdons-nous face aux races inférieures? Cette dissonance cognitive a contribué à l'effondrement de l'esprit combatif dans de nombreuses unités allemandes au cours des derniers mois de la guerre. Si cette histoire vous fascine autant que moi, je vous invite à explorer notre playlist complète sur les unités méconnues de la Seconde Guerre mondiale. Cliquez sur le lien dans la description et découvrez d'autres récits extraordinaires de courage et de détermination. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis passionnés d'histoire. Avant le déploiement, le 761e s'était entraîné dans le sud américain dans des conditions Jim Crow. La plupart des tankistes noirs devaient s'entraîner dans des installations situées dans des États du Sud comme le Kentucky, la Louisiane et le Texas. Dans les jours avant les avancées des droits civiques réalisées dans les années 1960, les personnes noires étaient encore traitées durement dans le Sud et souvent considérées comme inférieures par les résidents blancs. À Camp Hood, au Texas, ils faisaient face au harcèlement racial constant. Les commerces locaux refusaient de les servir. Les bus militaires étaient ségrégés. Le bataillon était logé dans la pire partie de la base, près de la station d'épuration. Pourtant, cette adversité a forgé une unité extraordinaire. Les hommes du 761e savaient qu'ils combattaient deux guerres, une contre les Allemands, une autre contre le racisme. Ce double but leur donnait une détermination que les forces allemandes ne pouvaient pas comprendre ou surmonter. Le membre le plus célèbre du 761e était le lieutenant Jackie Robinson. Pendant l'entraînement du 761e, un chauffeur de bus blanc a dit à Robinson de se déplacer à l'arrière du bus. Robinson a refusé et a été arrêté. Le commandant du bataillon, le lieutenant-colonel Paul Elbat, a refusé de considérer les accusations de cour martiale présentées par l'agent de police militaire qui l'avait arrêté. Le commandant de la base a transféré Robinson au 758e bataillon de chars, dont le commandant était disposé à signer l'ordre de cour martiale d'insubordination. Robinson a été traduit en cour martiale mais acquitté de tous les chefs. Cependant, les procédures judiciaires signifiaient qu'il a raté le déploiement en Europe du 761e. Il a reçu une libération honorable en novembre 1944 et allait par la suite briser la barrière des couleurs du baseball en 1947. Le 10 novembre 2005, un monument au 761e a été dévoilé à Fort Hood, maintenant Fort Cavazo, au Texas. Le monument présente 4 tablettes de granit noir entourant une sculpture en marbre de taille réelle d'un combattant du 761e agenouillé au sommet d'un piédestal de granit noir gravé d'un char à l'avant et une panthère à l'arrière. La cérémonie de dédicace a été organisée par des vétérans survivants, leurs familles et des responsables militaires. L'orateur principal a noté que le 761e avait combattu non seulement pour la victoire sur l'Allemagne nazie, mais pour le principe que tous les Américains, indépendamment de la race, pouvaient servir leur pays avec distinction. Peut-être que la validation la plus significative est venue d'une source inattendue. Dans les années 1990, les historiens militaires américains interrogeant d'anciens vétérans Wehrmacht sur la guerre des chars ont rencontré des mentions cohérentes d'unités de chars américains exceptionnels. Quand on leur a demandé d'identifier ces unités, les vétérans allemands ont fréquemment décrit les tankistes noirs qui avaient combattu avec une férocité et une habileté particulières. C'étaient des hommes qui n'avaient aucune raison de féliciter leurs anciens ennemis. Pourtant, ils ont régulièrement identifié le 761e comme faisant partie des meilleures unités de chars qu'ils avaient affrontées. Un ancien commandant de chars allemand a simplement déclaré « Ils ont combattu comme des diables. Nous ne pouvions pas comprendre pourquoi les hommes que leur propre pays traitait comme inférieurs combattaient si dur pour cela. Maintenant, je pense que c'était peut-être pour cela. Ils avaient quelque chose à prouver, et ils l'ont prouvé. » Le coût humain du service du 761e était grave. Avec près de 50% de pertes, le bataillon a payé un prix lourd pour ses réalisations. Les familles ont reçu des télégrammes les informant que leurs fils, mari et père avaient été tués en combattant pour un pays qui ne leur accordait pas les droits de citoyenneté complète. Pourtant, les survivants ont rarement exprimé d'amertume envers cette contradiction. Leonard Smith, qui est devenu agent des transports en commun de la ville de New York après la guerre, a déclaré dans une entrevue de 1995 « Nous savions que ce pourquoi nous combattions était plus grand que le préjugé auquel nous faisions face. Nous combattions pour ce que l'Amérique pouvait être, pas pour ce qu'elle était. » Pendant des décennies, l'histoire du 761e était largement inconnue en dehors de la communauté noire. Les livres d'histoire, quand ils mentionnaient les soldats noirs, se concentraient généralement sur les unités de soutien. Les réalisations de combats d'unités comme le 761e ont été minimisées ou ignorées. Cela a commencé à changer dans les années 1970 avec l'accent du mouvement des droits civiques sur la récupération de l'histoire noire. La citation unitaire présidentielle de 1978 a apporté l'attention nationale. La cérémonie de la médaille d'honneur de 1997 a apporté encore plus. Aujourd'hui, le 761e est reconnu comme l'une des unités blindées les plus efficaces du théâtre européen. Leur histoire est enseignée à l'école d'armure de l'armée américaine, étudiée dans les académies militaires et honorée dans les musées. L'histoire du 761e reste pertinente aujourd'hui.
Elle démontre que le préjugé et la discrimination gaspillent le potentiel humain. La réticence initiale de l'armée à utiliser les soldats noirs dans les rôles de combat l'a presque privé de l'un de ses meilleurs bataillons de chars. Elle montre aussi que l'excellence ne peut pas être supprimée par le préjugé. Malgré les discriminations de leur propre pays et la haine mortelle de leurs ennemis, les hommes du 761e ont réalisé des choses extraordinaires grâce à la compétence, au courage et à la détermination. Leur histoire nous met au défi d'examiner nos propres préjugés. Si l'Allemagne nazie, l'une des nations militairement les plus compétentes de l'histoire, pouvait se tromper si catastrophiquement sur les capacités raciales, quelles hypothèses faisons-nous aujourd'hui qui pourraient être tout aussi fausses? Le dossier de combat du 761e est devenu un argument puissant pour l'intégration militaire. Quand le président Truman a signé l'ordonnance exécutive 9-1981 en 1948, déségrégant les forces armées, les réalisations de combats d'unités comme le 761e ont été spécifiquement citées comme preuve que la ségrégation affaiblissait l'efficacité militaire. Pendant la guerre de Corée, les unités intégrées ont eu des performances exceptionnelles, validant ce que le 761e avait prouvé, que la compétence et le courage ne connaissent pas les frontières raciales. De nombreux vétérans du 761e ont servi de conseillers au cours de ce processus d'intégration, partageant les leçons apprises de leur expérience unique. Les vétérans individuels du 761e ont connu des expériences variées d'après-guerre. Certains, comme Eugene McConnell, ont utilisé la loi sur les anciens combattants pour obtenir des études collégiales qui auraient été impossibles avant la guerre. D'autres ont affronté une discrimination continue dans l'emploi et le logement malgré leur service. Warren Cressy a lutté contre le trouble de stress post-traumatique, alors appelé fatigue de combat, pendant des années après la guerre. Comme beaucoup de vétérans, il parlait rarement de ses expériences. Ce n'est que lors de la citation unitaire présidentielle de 1978 que de nombreuses familles ont appris l'étendue complète de l'héroïsme de leurs proches. L'histoire complète du 761e a été reconstituée à partir de diverses sources, des dossiers officiels de l'armée, des archives militaires allemandes, des lettres et journaux personnels, et des histoires orales recueillies des décennies plus tard. Chaque source ajoute des détails à l'image du service extraordinaire dans des circonstances impossibles. L'histoire officielle de l'armée américaine, publiée dans les années 1950, mentionnait à peine le 761e. Il a fallu des historiens indépendants et les vétérans eux-mêmes pour assurer que leur histoire soit préservée. Aujourd'hui, les archives nationales conservent des dossiers étendus du service du bataillon, disponibles pour les chercheurs et le public. La libération par le 761e du camp de concentration de Gunskirchen est commémorée à Yad Vashem, le mémorial officiel d'Israël aux victimes de l'Holocauste. Les survivants et leurs descendants ont maintenu des connexions avec les vétérans du bataillon et leurs familles. En 2015, le gouvernement autrichien a invité les membres survivants du 761e aux cérémonies marquant le 70e anniversaire de la fin de la guerre. Ils ont été honorés non seulement en tant que libérateurs, mais en tant qu'hommes qui avaient montré de l'humanité au milieu de circonstances inhumaines. Les Tigers et Panthers allemands n'ont jamais prévu que les Panthères noirs du 761e combattent du tout, et encore moins combattent pendant 183 jours consécutifs sans soulagement. L'idéologie raciale nazie leur avait assuré que les soldats noirs étaient incapables d'opérer les chars, manquaient de courage et fuiraient au premier contact. Au lieu de cela, ils ont rencontré des hommes qui s'étaient entraînés plus longtemps, avaient combattu plus dur et avaient enduré plus que presque toute autre unité américaine. Le 761e n'a pas seulement aidé à vaincre l'Allemagne nazie. Ils ont démoli son idéologie raciale grâce à une excellence de combat indéniable. Du moment où ils sont entrés en combat jusqu'à la fin de la guerre en Europe, les hommes du 761e ont reçu cette Silver Star, 246 Purple Hearts, et une médaille d'honneur du Congrès. Ces décorations, dont beaucoup ont été décernées des décennies plus tard en raison du préjugé racial, ne donnent qu'une légère indication de l'étendue complète de leur héroïsme. Le 761e a combattu pendant 183 jours sans soulagement. Non pas parce qu'ils n'étaient pas épuisés. Ils l'étaient. Non pas parce qu'ils n'ont pas subi de pertes. Ils en ont perdu près de la moitié. Ils ont combattu parce qu'ils portaient les espoirs et la dignité de millions d'Afro-Américains qu'on disait pas assez bons pour servir leur pays au combat. Chaque char Sherman qu'ils ont conduit à la bataille portait plus que des munitions. Ils portaient le poids de la représentation, le fardeau de la preuve et la détermination de démontrer que le courage et la compétence ne connaissent pas la couleur. Chaque position allemande qu'ils ont détruite a frappé un coup non seulement contre la Wehrmacht, mais contre les préjugés raciaux de deux nations, leurs ennemis et les leurs. Les forces allemandes qui les ont affrontées ont appris une leçon qui a remis en question tout ce qu'on leur avait enseigné. Les soldats noirs qu'on leur avait dit étaient sous-humains s'avéraient être extraordinaires. Les troupes inférieures ont démontré un courage supérieur. Les hommes qui ne devraient pas être en mesure d'opérer les machines complexes ont maîtrisé la guerre des chars au plus haut niveau. En fin de compte, la plus grande victoire du 761e n'était pas de capturer des villes ou de détruire les chars ennemis. C'était de prouver sans aucun doute, dans les circonstances les plus extrêmes imaginables, que l'excellence n'est pas déterminée par la race, mais par l'entraînement, la détermination et le caractère. C'étaient les Panthères noirs. Ils sont venus combattre, et pendant 183 jours sans soulagement, contre des ennemis qui ne s'attendaient jamais à ce qu'ils combattent du tout, ils n'ont jamais arrêté. Leur héritage persiste non seulement dans l'histoire militaire, mais dans la lutte continue pour l'égalité et la reconnaissance que leur sacrifice a aidé à avancer. Les Tigers allemands s'attendaient à une proie facile.
À la place, ils ont trouvé les panthères noires et ont appris que tout ce qu'ils croyaient sur la race et la guerre était faux. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne du conflit. Nous publions chaque semaine des documentaires passionnants sur les héros méconnus et les batailles oubliées de l'histoire. Activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Partagez cette histoire avec vos proches pour que l'héritage du 761e continue de vivre. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une nouvelle aventure dans l'histoire militaire.